Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on met un grand coup de projecteur sur un sujet absolument central et parfois un peu explosif en droit du travail, l'abandon de poste et la fameuse présomption de démission. Récemment, le paysage juridique a connu une véritable bascule qui a complètement redéfini les règles du jeu entre les employeurs et les salariés en cas de conflit. Alors, comment ça fonctionne exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Plongeons dans le vif du sujet. Au menu de notre analyse, on va d'abord décortiquer le cadre légal qui est devenu très strict. On verra ensuite les motifs légitimes pour se défendre, le cas très spécifique des salariés protégés, ce qui se passe quand on croise ça avec un arrêt maladie, la procédure express au prud'homme, et pour finir, on passera en revue une stratégie de défense hyper pratique. Première étape, on pose les bases. Le cadre légal strict posé par le Code du travail. Tout part de la loi du 21 décembre 2022 et de son décret d'application d'avril 2023. Le cœur du réacteur, c'est l'article L 1237-1-1. Il faut comprendre un truc essentiel ici. Un simple abandon de poste, du jour au lendemain, ça ne constitue en aucun cas une démission automatique. Non, la loi impose une condition incontournable à l'employeur. Il doit absolument envoyer une mise en demeure formelle qui laisse au salarié un délai minimum de 15 jours pour réagir. En clair, sans cette démarche active de l'employeur, la présomption de démission ne s'active tout simplement pas. Et là, on touche à un détail qui illustre brillamment la rigueur de système. La forme est absolue. La mise en demeure doit exiger deux choses de manière strictement cumulative. Le salarié doit justifier son absence et il doit reprendre son poste. Utiliser une formulation alternative, c'est-à-dire le petit mot « ou », ça ne passe pas. D'ailleurs, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 6 mars 2025, a lourdement sanctionné un employeur pour ça. Il avait demandé de justifier l'absence ou de reprendre le poste. Une simple conjonction de coordination de travers, et c'est toute la validité juridique de la procédure qui s'effondre. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les motifs légitimes opposables. Parce que oui, il y a des boucliers juridiques. Mais avant de lister ces boucliers, gardons bien en tête ce principe en béton armé du droit du travail. La démission ne se présume jamais. Elle suppose toujours une volonté claire et non équivoque de la part du salarié. C'est une règle constante que la Cour de cassation Chambre sociale a tenu à réaffirmer haut et fort dans son arrêt du 27 septembre 2023, qui a même été publié au bulletin. Bref, le simple silence d'un salarié dans la nature ne suffit absolument pas à prouver qu'il veut rompre son contrat. Alors quels sont ces fameux motifs légitimes qui bloquent la présomption? Il y en a plusieurs, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait, le droit de grève, une instruction illicite donnée par le patron ou encore une modification unilatérale du contrat. Il y a aussi une situation très classique, le non-paiement des salaires. La Cour d'appel de Versailles l'a d'ailleurs tranché très clairement le 17 novembre 2025. Si l'un de ces motifs est renvoyé par écrit pour répondre à la mise en demeure, c'est simple, la présomption de démission est purement et simplement bloquée. Troisième partie, penchons-nous sur le statut ultra spécifique des salariés protégés. Comme on l'a vu, c'est l'employeur qui déclenche le mécanisme de l'article L 1237-1-1. Du coup, il ne peut absolument pas utiliser ce biais pour contourner le statut protecteur d'un représentant du personnel, par exemple. C'est impossible. Deux décisions totalement concordantes du 6 mars 2025, l'une de la Cour d'appel de Paris et l'autre de la Cour d'appel de Pau, l'ont gravé dans le marbre. L'employeur a l'obligation stricte d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail en amont. Pas de raccourci possible, même sous couvert d'une présomption de démission. Allez, on enchaîne avec le quatrième point qui est une autre exception majeure, l'articulation avec la maladie et le contrat suspendu. Imaginez la chronologie. Un arrêt maladie d'au moins 30 jours se termine. Eh bien, tant que la fameuse visite médicale de reprise n'a pas eu lieu, le contrat de travail restait légalement en suspens. Et ça, la Cour de cassation Chambre sociale l'a parfaitement verrouillé le 14 janvier 2026. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si un employeur s'amuse à envoyer une mise en demeure pendant cette période de flottement, c'est un coup d'épée dans l'eau. L'acte est dépourvu de cause et ne produit strictement aucun effet juridique. On passe à l'avant-dernier gros morceau, la procédure et bien évidemment les conséquences financières qui vont avec. Un mois. Juste un mois. C'est le délai hyper serré de la procédure accélérée prévue par le deuxième alinéa de l'article L 1237-1-1. S'il y a contestation de la présomption de démission, le dossier atterrit directement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'homme. Et les juges ont l'obligation de statuer sur le fond dans ce délai d'un mois. Autant dire que ça va très très vite et que ça prouve l'urgence absolue de ce genre de litige. Et si la présomption de démission saute devant le juge, eh bien la rupture du contrat se transforme automatiquement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et là, c'est l'effet domino sur le plan financier. Il va falloir payer l'indemnité de préavis de l'article L 1234-1, l'indemnité de licenciement de l'article L 1234-9, et par-dessus le marché, les dommages et intérêts du barème Macron issus de l'article L 1235-3. Sans compter qu'une réintégration est parfois même envisageable. Bref, une mise en demeure mal ficelée, ça peut coûter un bras à l'entreprise. Sixième et dernière partie, comment on réagit en pratique, la stratégie de défense.
Donc, le point crucial, c'est de savoir naviguer là-dedans avec méthode. On garde son calme et on déroule en 5 étapes. 1. On répond par écrit à la mise en demeure, impérativement dans les 15 jours, en sortant l'un de nos motifs légitimes. 2. On saisit direct le bureau de jugement des prud'hommes. 3. En parallèle, on rassemble toutes les preuves du conflit, les mails, les textos, tout ce qui précède ou entoure la rupture. 4. Devant le juge, on demande officiellement la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et 5. On chiffre ses indemnités au centime près, en se basant sur le salaire brut et l'ancienneté. C'est clinique, c'est net. Pour boucler ce décryptage, il y a vraiment une question qui mérite d'être posée. Quand on voit cette jurisprudence ultra stricte qui sanctionne la moindre erreur sur un « et » ou un « ou » et qui protège farouchement les contrats suspendus, est-ce que les procédures internes en entreprise et les dossiers de défense sont vraiment à jour? Une erreur de casting sur cette procédure peut déclencher une avalanche financière. Alors aujourd'hui plus que jamais, anticiper et maîtriser ces détails juridiques, c'est tout sauf une option. Merci de nous avoir suivis sur cette analyse et on se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet.